Bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial 40 ans la guerre des Tucs en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut! Connaissais-tu ça, toi, ce film-là? Vaguement, j'en ai entendu parler. Puis, non, écoute, moi, j'ai vécu la vague. J'ai vécu 48 ans, j'ai vécu la guerre. Je me rappelle très bien de la sortie du film au cinéma, d'être allé le voir. Et, moi, je n'étais pas né, mais j'ai vu ça à Télé-Québec une fois puis une autre. Comme on dit, je ne l'ai pas vu 100 fois, je ne l'ai pas vu une fois. Ben oui. Mais puis là, c'est d'autant plus percutant parce qu'il y a un nouveau conte pour tous, Mademoiselle Bottine, qui est une relecture de Bac et Bottine, qui est à l'affiche là, depuis quelques jours. Et les contes pour tous sont bel et bien relancés. D'ailleurs, j'en profite tout de suite. Autoplug, écoutez notre épisode spécial avec Dominic James, qui est maintenant l'homme, disons. Il y a une équipe avec lui, mais c'est la personne qui est derrière les productions La Fête et tout, qui a repris le flambeau de Rock de Mers. Mais on a profité de l'occasion du 40e de La guerre des Tucs pour parler avec les deux vedettes, dans le fond, des jeunes vedettes de l'époque. Donc, Cédric Jourde et Marie-Pierre D'Amour. Qui interprétaient Luc et Sophie, évidemment. Qui sont en opposition dans le les film. Chefs des deux clans. Et fait que je suis très content qu'ils aient accepté de nous parler, de revenir, parce de que faire les un deux, retour en arrière. c'est plus des comédiens. Non, c'est ça. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils font. Cédric, je pense qu'il est professeur. Professeur à l'Université d'Ottawa et Marie-Pierre D'Amour travaille pour le quartier des spectacles à Montréal. Dans les communications et tout ça. Fait que c'est toujours délicat, tu sais, quand ils patauchent plus dans ce milieu-là, c'est quoi leur rapport? C'est ça. C'est ça. Mais après, s'ils acceptent, là, je pense qu'ils ont le goût, évidemment. Mais non, fait que écoute, moi, ça a été un film marquant pour moi. Fait que j'étais très, très fébrile de leur parler, honnêtement. Un peu starstruck. Oui, d'une certaine façon. Parce que toi, t'avais à peu près le même âge qu'eux. Moi, j'avais 8 ans en 84. OK, ils sont comme 2-3 ans plus vieux que toi. C'est ça, quelques années de plus. Les mêmes âges. Fait que oui, tu vois ça, puis tu sais, comme on en discute avec eux, justement, c'est comme... Tu sais, ça n'existait pas, là. C'est le premier conte pour tous. Fait que c'est pas juste les contes pour tous, mais des films pour enfants, des films que les enfants sont des vedettes, des films que c'est une fille qui est la vedette. Mais pour nous, qui parle à nous, c'était ça. Parce que ça, on le voyait du côté américain, mais québécois, de voir, hey, c'est nous autres à l'écran. C'était fou, là. Fait que, comme ils vont dire dans l'entretien, c'est qu'on se reconnaissait parce qu'on a tous joué dehors, faire des batailles de boules de neige, faire des forts et tout ça. Fait que de se voir à l'écran, c'était spécial. Et surtout, écoute, je pense que c'est un des films québécois les plus quotés qu'on la donne guerre, les répliques. c'est pas une raison de se faire il y a mal, tellement de répliques punchées dans le film. T'as de la neige sur l'épaule. Bien sûr. Hey, ça va pas, non? Des trucs de même. Fait que écoute... J'ai réécouté récemment aussi, justement, pour me remettre dans le bain, parce que ça faisait, je sais pas, 8 ans, j'avais pas vu ça. Mais j'avais oublié quand ils lancent des balles de neige, là. C'est ça, c'est malade. Puis c'est vraiment triché. Il explique aussi que le fort à Manille n'était pas fini. C'est du cinéma, il n'est pas complet sous tous les angles et tout, mais la supercherie est parfaite. C'est le fort qui faisait rêver tout le monde. Là. Tu dis. Ouais, c'est ça, mais il doit avoir une belle structure en dessous de ça et tout. Là, puis... Alors, c'était un travail colossal qu'on sait qu'aucun enfant pourrait accomplir, réaliser vraiment. Ça, c'est la magie du cinéma. Écoute, le Cyclone de Noël, là, qui est à l'affiche depuis quelques semaines d'ailleurs, c'est un peu ça. Là. Ils veulent faire le grand fort inspiré de la guerre des Tucs, puis au final, c'est des adultes qui font le fort, puis c'est un charpentier, puis aucun enfant peut gérer ça. Voilà, fait que on vous laisse avec cet entretien-là. On discute du tournage, de leurs souvenirs d'André Melançon, mais l'impact aussi... que ça a eu aussi exactement, dans leur vie, sur eux après et 40 ans plus tard, puis tout ça. Fait que une belle conversation d'une trentaine de minutes. Puis la guerre des Tucs, je sais pas s'il va être trop tard, j'ai pas noté les dates. Marie-Pierre le mentionne. Je sais qu'il y a des projections en 35 mm pour le 40e à Montréal, mais là, c'est parce que la plupart des cinémas sont pas équipés pour de la pellicule, là. C'est plus ça, là. Fait que, il n'y a pas de copie ressortie. Peut-être que certains cinémas le jouent pour l'occasion. Vous pouvez toujours essayer, mais je suis pas sûr. Je sais pas s'il revient à ciné cadeau, s'ils mettent ça encore. Peut-être vu l'anniversaire, peut-être que cette année, ils vont le réintégrer. Mais à chaque année, nous, on le réécoutait il était encore là quand même. Je pensais qu'il avait arrêté des mettre. Non, comme Bac et Bottine, tous les classiques. OK. C'était les je dis vague, là, mais c'était les Astérix puis les Dalton qui ont coupé à un moment donné, là, je pense. Mais peut-être à un moment donné, mais encore là, dans les dernières années, les grands classiques jouent toujours et sont encore, là, je pense, qu'ils font le plus de codes d'écoute, honnêtement. Là. Fait que c'est impressionnant. Puis, deux choses qu'on n'a pas abordées.
le remake en animation, Ouais. mais ils n'ont pas été intégrés au projet parce que c'est des animateurs, puis après, ils ont pris des comédiens de voix et tout. Ils ont dû être invités aux premières, je sais pas. Puis l'autre chose, La Forteresse Suspendue, parce que La Forteresse Suspendue, c'est une suite, puis c'est comme les enfants de leur personnage. Mais, qui n'était pas joué par eux. Non, c'est ça, exact. Mais je sais pas si eux étaient allés, je sais pas, à la première ou quoi, parce qu'ils sont comme dans le grand legacy des Contes pour tous à ce moment-là et de la Guerre des Tucs. Fait que, mais bon, ça aurait été très anecdotique comme réponse. Bref, voilà, le classique québécois du... Tu sais, pas tant de... C'est ça aussi qui est spécial, c'est que c'est pas un film de Noël, ça se passe pendant Noël. Mais c'est comme un classique d'hiver. C'est un classique du... C'est-tu Noël ou la semaine de relâche? Non, c'est Noël. C'est les vacances de Noël. Parce qu'à un moment donné, ils font une trêve pour le jour de Noël. Puis ils disent, tout le monde fait ça. Puis c'est là qu'ils s'embrassent, je pense. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a jamais de... On voit pas... On voit un sapin dans le coin, là, dans la famille chez Pierre, mais il n'y a pas de déballage de cadeaux. Il n'y a pas de féerie de Noël. Ils vont dans le bois, dans le champ, se battre. Fait que c'est un film qui se passe pendant Noël, mais qui parle pas de Noël. Finalement. Fait que c'est un film du temps des fêtes, un film hivernal, un film de relâche, un film du vrai Québec, comme à l'époque. C'est une joke. Bon épisode. Alors, on accueille avec plaisir pour ce 40e anniversaire de la guerre des Tucs. Difficile à croire comment le temps passe si vite. Cédric Jourde et Marie-Pierre Damour qui interprétaient Luc et Sophie, évidemment, dans le film. Je vais me lancer tout de suite. Première question, comme ça. 40 ans, croyez-le vous, comment ça a passé si vite, justement, ce phénomène-là? Les deux. Qui veut se lancer? Les deux, on ne sait pas quoi répondre à ça. Oui, le temps passe vite. C'est un phénomène assez particulier. J'en reviens pas 40 ans, moi non plus. C'est ça. Je ne sais pas trop quoi dire à ça, à part que c'est impressionnant de voir à quel point ce film-là restait quand même encore marquant après 40 ans. Marquant autant pour moi, pour nous, je pense, d'avoir joué dedans, mais aussi pour le Québec, les populations qui l'ont écouté et qui le réécoutent à chaque année. C'est une belle chose. Ça passe vite, mais c'est une belle chose. Oui, tout à fait. 40 ans, on avait fait c'était quoi, les 25 ans? Qu'on a fait une espèce de mini-documentaire, je pense, pour le DVD, je pense. Avec cette photo de Marie-Pierre et moi qui circule. On reprend la même position, comme ça, bras dessous, qu'une photo de 84. Mais pour 2009, c'était avant-hier, donc le 40, je sais plus, je peux plus compter. On compte plus les années. Ouais. Mais est-ce que juste avec le fait que c'est la brique d'ancrage des Contes pour tous, puis le fait que Télé-Québec l'a diffusé tous les ciné-cadeaux pendant tellement d'années, est-ce qu'à chaque fois que vous arriviez à la période des fêtes, vous repensiez veut pas au film parce qu'il est dans l'air de la société à chaque décembre, on dirait? Hein? C'est évident, puis même si on voulait pas, tout nous le rappelle. Je veux dire, moi, chaque année, j'ai comme une recrudescence de demandes d'amis Facebook. Il y a des choses qui se passent à chaque fois que le film passe. Il y a comme des... C'est sûr que c'est inévitable d'y penser. Je le réécoute pas chaque année. Quoique là, je viens d'être invité à une projection de la version restaurée de 35 mm de La Guerre des Tucs à la Cinémathèque québécoise. Et j'avoue que ça me tente de le voir sur grand écran en 35. Là. Il y a comme quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Mais sinon, si je tombe dessus à la télévision, il y a des chances que je reste accroché. Il y a quand même quelque chose de magique avec ce film-là, même d'avoir joué dedans. Il y a quand même quelque chose qui fait qu'on le réécoute à chaque fois. La magie opère encore. Oui, absolument. Ouais. Peut-être, moi, je sais pas, les 15 premières années, peut-être pas, parce que dans la vingtaine, début trentaine, peut-être pas tellement. Enfin, je sais pas. Mais oui, après, peut-être, je sais pas, peut-être après 20 ans... bon, j'ai 2 enfants. Quand ils étaient petites, ça passait à l'école aussi. Donc, c'est peut-être à ce moment-là où ça a ramené un peu l'idée du film justement pendant les périodes des fêtes. Puis depuis, effectivement, ça nous suit. Donc, revenons, faisons un retour en arrière au moment d'auditionner pour le rôle. Est-ce que ça a été long? Avez-vous fait plusieurs auditions? Comment tout ça, ce processus-là s'est déroulé? Je te laisse celle-là. Moi, ma version est toujours un peu plus longue. Je vais laisser Cédric commencer. Non, mais... non, en fait, c'est assez simple et à la fois un peu paradoxal. Mais en gros,
enfin, André Melançon puis Daniel Patnaud, qui avait co-scénarisé le film, avaient fait la tournée des écoles de la région montréalaise. Et puis, ils avaient vu, je ne sais plus, 3000 ou 3500 enfants, quelque chose comme ça, Oui. pour en sélectionner des dizaines, pour passer les auditions. Mais effectivement, ils sont passés dans la classe. Donc, Marie-Pierre et moi, on était tous les deux à Montréal, dans une école montréalaise, pas la même école, mais ils sont passés dans nos classes sans que, par ailleurs, ils nous aient choisis. Mais on s'est retrouvés l'une et l'autre quand même à être invités pour faire des auditions. Je te laisserai raconter dans ton cas, Marie-Pierre, mais dans mon cas, c'est simplement que le personnage, ça devait être une coproduction France-Québec et le personnage de Luc devait plus ou moins avoir un accent un peu mélangé, ce qui était mon cas parce que mes parents sont français et il s'est trouvé que je sais plus, enfin, bref, quelqu'un connaissait quelqu'un qui connaissait ma mère. Elle dit, ah, ben, il y a un petit garçon de 11 ans qui a un accent un peu, peut-être ça va vous intéresser. Donc, en gros, elle est venue à la maison pour pour me voir et éventuellement dire, ben, viens passer une audition. Et ce jour-là, ce matin-là, était à la maison aussi Julien Elie, qui est celui qui joue le personnage de Pierre, qui a le chien Cléo, qui était un ami, on était dans la même classe, puis elle a dit, ben, venez donc tous les deux passer une audition. Et donc, on est venus, on a rejoint les dizaines et dizaines d'enfants qui ont passé des auditions, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à être sur le film. Et Marie-Pierre, ben, je te laisse raconter de ton côté. Ouais, ben, moi, c'est un peu la même chose, mais moi, le backstory, les coulisses de ça, c'est que la personne qui avait eu le contrat de dactylographie du film, là, c'est vraiment la mise en page, c'était la mère de mon meilleur ami quand j'étais enfant. Puis elle, ben, dans la description des personnages, elle trouvait donc le personnage de Sophie me ressemblait. Puis comme je l'avais entendu parler avant qu'ils viennent faire le tour des écoles, moi, du haut de mes 10 ans, j'avais comme une impression que j'avais un avantage là, sur les autres. Fait que j'étais sûre qu'ils me choisiraient pour passer l'audition dans la classe. Fait que quand ils m'ont pas choisi, c'était bien difficile de vivre première grande déception d'enfant. Là. Je comprenais pas trop du haut de mes 10 ans. Puis, ben, la mère de mon amie en question, Alice, est intervenue auprès des producteurs, mais je sais pas si elle est intervenue en termes de rends-moi ce service-là ou plus, t'as vraiment pas vu une petite fille que ça vaut la peine de voir, mais j'ai été invitée aux auditions, mais pas avec mon école, avec l'école de son fils, donc mon meilleur ami. Fait que je suis passée un peu moi aussi par la porte en arrière, mais et voilà, le reste, c'est dans l'histoire. Puis, vos souvenirs du tournage, ce qui est aussi singulier, c'est que personne n'a d'expérience pratiquement. C'est des premiers pour certains, des seuls films et tout. Puis il y a très peu d'adultes là, dans le scénario. Fait que c'était-tu comme le party tout le temps ou l'inverse, tout le monde se tenait les fesses serrées? Je sais pas. Hein? C'est pas mal particulier. Là. On avait une auberge à nous, tout seul, l'auberge Belle-Plage à Baie-Saint-Paul, où on résidait sur semaine parce que finalement, comme tout le tournage du film a été déplacé, ça devait être à Montréal, mais on a eu un hiver de slotch. Fait que rendu au moment du tournage, tout le tournage a été déplacé dans la région de Charlevoix. Fait qu'on habitait là sur semaine. Fait qu'on était juste des enfants avec 2 ou 3 surveillants qui en ont arraché, les pauvres, parce que c'était quand même c'était pas évident là, de gérer tous ces enfants-là là, dans le. Fait que oui, nous, on a beaucoup de souvenirs de guerre d'enfants un peu, qui n'étaient pas les mêmes gangs en plus que les gangs du film. Fait qu'on avait comme un double. On jouait doublement, nous, dans les gangs à ce moment-là. Fait que oui, beaucoup de souvenirs d'un beau trip avec peu d'adultes, effectivement, et beaucoup d'enfants. Ouais, j'allais justement demander cette question-là. Quels étaient les clics ou vos amis en dehors du tournage? C'était. Je vais faire le politologue, là. C'était à géométrie variable. Les jeux d'alliance et de rivalité au gré du contexte et des enjeux du moment. Tu sais, on dirait que je donne mon cours de géopolitique. Mais c'est ça, en fait, c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'une semaine, tu t'entends bien avec un tel et un tel, et puis, mais comme n'importe quel camp de vacances ou classe, tu sais, mais c'est ça, tu mets 15-20 enfants ensemble pendant 4 semaines, c'est la logique même. Et la guerre des tucs n'a pas. L'idée derrière le scénario, c'est la même chose. Donc, en fait, c'est pas surprenant. Ça s'est reproduit, mais avec, c'est ça, des jeux d'alliance qui changeaient, qui évoluaient. Moi, j'ai une question pour le château. Est-ce qu'ils vous ont caché ce résultat-là final jusqu'à la première fois que vous êtes arrivé pour tourner une première prise ou vous l'aviez vu un petit peu avant? Moi, je vais essayer de le voir en construction. Oui, okay. Pendant qu'on tournait les premières scènes
qui était, en tout cas, c'était comme des buttes, là. Il y avait deux. Puis en fait, on le voyait de derrière. Puis de derrière, il n'est pas fini. Au final, fait qu'on voyait la construction. On savait qu'on irait là. Mais il y a beaucoup de scènes qui sont filmées pas dans le fort aussi. Là, fait qu'il y avait beaucoup de tournage autour avant qu'on se rende à jouer dedans. C'est impressionnant. Ça ressemble beaucoup à la scène où on le voit arriver puis qu'on le voit au loin, là, la scène des batailles de boules de neige. Là, ben, c'est un peu c'était de là qu'on voyait le montage. Là. Okay. Puis c'était tourné à quel moment de l'année? Il faisait-tu moins 30 puis c'était rough, là? Ou... C'était fin février, début mars, je me souviens, là, parce que c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de neige. Puis il a fait très froid. Moi, je me souviens d'un moment où... puis je veux dire, les installations de l'époque, là, c'était très, très limité, ce qu'on avait comme espace pour aller et où se réchauffer et où se sustenter. Là. Moi, je me souviens d'un truc en plastique avec des montants dans lequel on avait du Pepsi puis du 7-Up. Même pas de chocolat chaud. Ben, sûrement qu'il y avait aussi du chocolat chaud, du café, là, mais c'est mon souvenir d'enfant. Là, c'est juste qu'on jouait avec les sachets de sucre puis il n'y avait pas grand-chose. Là. Mais bref, il fait très froid. Genre, j'ai eu très froid. Pour chacun de vous, quelle scène a été la plus le fun à jouer, qui vous a fait le plus rire? Ben, moi, j'ai le souvenir de la bataille finale. C'est un bon souvenir quand même parce que, d'ailleurs, en lien avec ce que Marie-Pierre disait, c'est que dans ce cas-ci, le château est terminé au sens, fermé. Donc là, c'est pour de vrai en quelque sorte. Donc là, ça donnait l'impression qu'on pouvait se lâcher, lancer des balles de neige, puis ça donnait vraiment l'impression d'être ce qu'on jouait. Donc, en tout cas, je l'associe vraiment à un vrai souvenir de bataille de boules de neige, puis de bagarre. Et je pense que c'est un des bons souvenirs. Moi, je pense que le premier souvenir qui m'est venu en tête, là, bon, évidemment, quand Cédric parle de la scène de la fin, là, j'en ai d'autres qui pop, mais la scène de la poursuite, moi, c'est comme un de mes moments préférés. Là. C'est beaucoup d'action, tout le monde me courait après, le soir est tombé, on avait comme beaucoup de jeux physiques à faire, puis c'est le fun. Là. Ça, je me souviens d'avoir beaucoup aimé ça, puis d'insister pour faire des cascades moi-même. Là, j'étais un peu, j'aimais ça jouer dehors, puis j'aimais ça faire un peu la tomboy, fait que ça, c'était le fun. Mais la scène de la fin, où le phare s'écroule, c'était intense, c'était énormément de pression parce que on avait une chance de réussir cette scène-là. Ça nous avait été communiqué de façon très claire il fallait qu'on fasse, il fallait qu'on reste dedans, mais on savait pas comment qu'on réagirait au phare qui s'effondre devant nous. Fait que c'était quand même ça là, en termes de professionnalisme pour des jeunes, là, c'était imposant, puis mais c'est ça, c'était des très beaux souvenirs. Puis, fait que là, le film, vous le tournez donc une année avant que le public le découvre. Et vous, quand vous retournez à l'école dans votre vie normale après, au mois de mars, avril, tout le monde va vous poser des questions non-stop. Puis, tu sais, les comptes pour tous, ça n'existe pas encore. Là. On sait même pas... Comme vous avez disparu pendant 2-3 semaines à aller tourner un film, vous revenez. Êtes-vous déjà un peu vedette, genre, je sais pas? Non, là, c'est plus revenir d'une longue maladie, dans le sens où, oui, on avait été absent pendant comme 4 semaines. Dans mon cas, moi, c'est quasiment 5 semaines. Toi aussi, Cédric, probablement, là, c'est plus comme 5 à 6 semaines. Ben non, parce que personne ne savait c'est quoi. Nous-mêmes, on comprenait pas là, vraiment ce qu'on venait de faire. Là. En tout cas, on venait d'aller jouer dehors pendant un mois, dirigé par des adultes, à faire un film, oui, mais c'est tellement pas tangible ce que ça veut dire, ça. Ça prendra bien d'autres mesures plus tard, mais sur le coup, là, non, avant le mois d'octobre ou novembre de la même année, parce qu'en fait, je me trompe pas, ça a été tourné début 84, c'est sorti fin 84, je pense, hein, c'est la même année. C'est la même année. Ouais. Là, ça a explosé, mais avant ça, non. Non, puis il n'y a pas de notion de, tu sais, il y a pas de film pour enfants à l'époque, il n'y a pas vraiment d'industrie ou même d'émission. Donc, l'idée qu'on soit parti faire un tournage, ça existe pas. Donc, la notion de vedette donc, c'est pas une question quand on retourne du tournage. Ouais. Et moi, j'aimerais revenir sur le tournage et votre relation avec André Melançon. Comment était-il comme réalisateur?
C'était un magnifique bonhomme. C'était un monstre, un géant. Pour nous, je veux dire, c'était vraiment quelqu'un de très grand avec une barbe dans laquelle il y avait toujours barbe et moustache remplie de glaçons, avec son haleine de café. Mais il se mettait toujours à notre hauteur pour venir nous parler puis nous aider à jouer parce on est tous des personnages qui avons des qualités qui ressemblent à ceux de nos personnages, mais on n'est pas des acteurs vraiment personne. Fait qu'on a besoin quand même de coaching, puis il est vraiment, vraiment très présent avec nous, très patient, très doux. Je n'ai que des beaux souvenirs, franchement, d'André Melançon. Là, c'est une belle grande nostalgie de cet homme, ce grand homme qui savait donc parler aux enfants, puis qui faisait des films magnifiques, puis des séries aussi avant, là, Mhm. les Six doigts de la main, tout ça. Là, il a fait des choses, franchement, géniales avec les enfants. Là. Ouais. Non, non, j'abonde totalement dans le même sens. Puis on prend souvent, je pense, la même image avec Marie-Pierre, mais le fait que cet immense humain se mettait généralement à notre hauteur, c'est-à-dire qu'il se mettait à genoux pour nous parler, pour nous guider, tu sais, dis ta réplique comme ça ou dis-la plutôt comme ça. Mais donc, ça témoigne de justement, il comprenait que tu peux pas rester comme ça, un dominant, tu te mets à la hauteur des enfants en quelque sorte, donc, ouais, vraiment Est-ce, un personnage incroyable. est-ce que parfois il vous laissait aller dans l'improvisation aussi ou comment ça se déroulait ça par rapport au scénario où il tenait vraiment quand même à ce qui était écrit? Non, et puis il nous laissait se le mettre en bouche, quand même, je pense, Hein? parce que, tu sais, il y a des affaires sur lesquelles, des fois, on accrochait trop sur certaines phrases, mettons, là, il nous laissait se le mettre en bouche. Puis moi, j'ai insisté par moment pour changer certaines choses, là, juste parce que, tu sais, à un moment donné, mon personnage pleurait, puis je trouvais qu'il pleurait trop. Puis j'étais comme, il me semble que je pleurerais pas, moi, dans cette situation-là. Puis, tu sais, j'argumentais avec lui, puis il était ouvert aux suggestions, là, avec ça. Puis il y avait toujours Daniel qui était pas loin aussi, Daniel, elle nous faisait pratiquer tous les soirs là, les scènes du lendemain, puis dans nos OK. breaks, on pratiquait aussi encore. Tu sais, on était toujours en train de pratiquer nos scènes, finalement. Là. Et elle aussi, elle avait vraiment beaucoup de flexibilité. Écoute, moi, le scénario qu'on avait de soir en soir, ça pouvait changer, là. C'était construit, puis c'était quelque chose d'organique, là. C'était pas coulé dans le béton du tout. Je ne sais pas si Roger, Quentin et Danny, mais je pense qu'ils ont dû s'adapter aussi beaucoup au changement d'environnement, tu sais, l'hiver, le lieu où ça a été tourné finalement. Donc, je pense qu'ils devaient être quand même assez flexibles. Bon, comme on dit toujours, jouer avec des enfants. Donc, ouais, je pense qu'ils étaient assez flexibles. Est-ce que Rock de Mers était là sur le tournage aussi ou il restait Oui, dans les... parfois. OK. Oui, il était là parfois. Je me souviens de l'avoir vu à quelques reprises. Il n'était pas là tout le temps. Puis il y avait un autre producteur dont j'oublie le nom qui était là. Tu sais, il était plusieurs. Je me souviens de son fils, Jean Demers, qui était le photographe de plateau. OK. Lui, je me souviens plus de sa présence parce qu'il était plus souvent là avec nous. Mais Rock aussi, c'était un gentil. Tu sais, ça paraissait qu'avec nous, c'est ça. Je me souviens juste de ça. Là. C'était un gentil monsieur, puis lui, c'était comme le boss. Mais c'est tout ce que Ouais. je me souviens. Je me suis blessée à un moment donné là, en pratiquant le ski de fond que je ne faisais pas dans la vie, Ah en ouais. bonne petite fille du plateau que j'étais. Fait que, en pratiquant, je me suis foulé une cheville, puis là, la prod était bien paniquée. Fait que là, j'avais vu cette fois-là Rock un petit peu plus stressé de mon état physique. C'est correct. Puis, j'espère que je me trompe pas, mais vous partagez un baiser à l'écran, hein? Ça se peut-tu? J'ai souvenir de Mais ça. là, si tu t'en souviens pas, Ben là, j'espère que C'est la scène marquante. Ben oui, non, c'est Jeff. ça, mais des fois, peut-être que c'est moi qui voulais tellement que les personnages, ça arrive. Mais est-ce que c'était comme un premier baiser pour vous, quoi que ce soit? Êtes-vous juste super gêné de ça? J'imagine que vous n'avez pas pratiqué, ça a été juste comme à l'écran. Puis... on n'a pas pratiqué, mais on a repris cette scène-là très souvent, par contre. Ah ouais, quand même. Il y avait quand même un chant contre chant qui nous ont fait faire. Je me souviens qu'on l'a refait plusieurs fois. Mais c'est aussi qu'on n'a pas. Quand je dis que le scénario changeait, c'est que. Puis là, Cédric, tu me diras si tes souvenirs sont les mêmes là-dessus, là, mais tu sais, on devait s'embrasser, finalement, on s'embrassait plus. La semaine d'après, oui, on s'embrasse, là, on s'embrassait plus. Puis le jour même, on devait pas s'embrasser, mais le soir du tournage, dans la petite tente avant qu'on ait tourné, ils font comme, ben finalement, vous allez vous embrasser. Puis là, on était très sérieux tous les deux. Puis, je sais pas si c'est pas, en tout cas, moi, je me souviens d'avoir dit ça, c'est comme, OK, mais faut pas le dire aux autres. Parce que, justement, hein, la petite géopolitique qu'on avait dans la maison, puis dans nos trucs, on voulait comme pas que ça se sache. Fait que on a réussi à garder ce secret-là jusqu'à la première, parce qu'à la première, toutes les jeunes sont virés le bord. C'était Ah comme une ouais. grosse surprise que finalement on s'embrasse. Ça veut dire d'ailleurs, mais c'est ça, je pense que c'est pas dans le scénario d'origine, si je me trompe pas.
Je pense je m'en pas que ça souviens le pas. soit. Je pense pas que ça le soit parce que si ça l'avait été, justement, il l'aurait. Enfin, ça aurait été attendu. Ouais. Donc, en effet, ouais, je pense que ça a été changé justement dans le contexte que décrit bien Marie-Pierre. Mm. Donc, ouais. Mais bon, je sais pas, vous dites la scène marquante, mais chacun a la scène marquante qu'il veut. Ouais, j'avoue. Pour d'autres, enfin, ça révèle aussi les intérêts de chacun. Pour d'autres, ça pourrait être le décès du chien, Oui, par exemple. C'est assez ouais. marquant, ça. J'avoue. Mais il y en a un qui était simulé, puis pas l'autre, c'est ça qu'on voulait dire. Ah oui, c'est ça. Et justement, Ben, il y a du monde qui se demande encore si le chien était mort pour vrai. Ouais, fait que c'était quand même bien fait. Oui, il y a comme eu à un moment une espèce de rumeur là-dessus. Là. Ouais, ça a l'air qu'ils ont vraiment tué le chien. Justement, est-ce que vous l'avez côtoyé un petit peu, Cléo, sur le tournage? Comment c'était avec elle? C'était Lucy. Ça s'appelait Lucy, le chien. C'était une chienne américaine, je me souviens bien. Là. C'est une des chiennes que je jouais dans les pubs de Néo Citran, dans mon souvenir. Ah ouais? Puis, ben écoute, ce chien-là, il était nourri aux saucisses. Là, je veux dire, tout ce que ce chien-là faisait, c'était avec des saucisses à hot dog. C'est ça que je me souviens. Puis on ne voit pas vraiment que le chien, c'est un chien. Il travaillait, le chien. Là. Il était avec son maître, il n'était pas là avec nous, vraiment. Malheureusement. Puis donc là, le film sort, ça devient un méga succès. Comment ça transforme votre vie au quotidien dans l'école avec les autres élèves? Ben, disons, ouais, non, dans mon école, ça a eu un petit effet, mais pas énorme. Mais c'était plus les lettres en tout cas, qu'on recevait des fervents admirateurs et admiratrices. Je rappelle toujours la même anecdote, mais parce que quand on n'a pas grandi à cette époque, on ne se souvient pas, mais il y avait une chose qui s'appelait le bottin téléphonique. Et donc, si tu cherchais le numéro de téléphone de quelqu'un, ben, tu prenais le bottin. Beaucoup d'entre nous, on avait des noms de famille. Enfin, tu pouvais éventuellement trouver la personne, de recevoir des appels, des lettres. Donc ça, c'était un élément très nouveau dans nos vies, je pense. Mais c'est ça. Mais à l'école, ouais, c'était pas si mal. Mais je pense, Marie-Pierre, toi, c'était un petit peu plus à l'école du plateau, là, c'est un peu plus rough. Ouais, ben, en fait, à l'école même, au début, bon, tu sais, quand il y a eu la première, il y a eu différentes vagues, là, les enfants étant ce qu'ils sont. Au début, il y a de l'admiration, tu sais, c'était vraiment intéressant. Mais quand ça a fait boule de neige, cette chose, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, il y a aussi eu des variantes un petit peu moins le fun où là, je me faisais un peu harceler pour soit dire des lignes ou, tu sais, puis là, comme ça poussait un peu loin, puis j'allais pas dans mon école de quartier, j'allais à l'école de plateau. Dans mon quartier, c'est donc des enfants que je connaissais moins. Puis là, il y en a eu des moins fins. Ouais. Il y en a eu des moins fins dans ce coin-là qui étaient comme, ah ouais, tu te trouves tough, fait que je vais te montrer c'est quoi tough. C'est comme juste une espèce de désir de confronter le personnage pour le faire. Mais de façon générale, c'est quand même été très, très, très positif ce que j'ai reçu, moi, comme réception du public, là. Mais c'est pas facile parce que t'es connu auprès des enfants et les enfants, c'est tes pères, tu sais. Fait que ça, c'était quand même, je veux dire, on a perdu l'anonymat à ce moment-là, vraiment pour longtemps quand même. Puis bon, aujourd'hui, on s'entend, c'est plus ce que c'est. Mais quand, tu sais, c'était quand même particulier, là. Du jour au lendemain, tout d'un coup, là, tout le monde te reconnaît, là. Puis beaucoup. Ben ouais, c'est ça. Tu vas au dépanneur, puis tu te fais reconnaître, là. Ouais. C'était assez intense. Puis ça, c'est comme personne n'était prêt à ça. Ni nous, ni nos parents. Personne n'avait pu prévoir que ça aurait cette ampleur-là, puis quel type d'impact ça aurait pu avoir sur nous après non plus, là. Mais oui, on peut le dire, là, moi, ça a changé ma vie, la garde des Ducs. C'est sûr que ça a eu un impact sur plein de choses après, sur des choix de carrière, sur des réflexions sur ton avenir. Tu sais, c'est tellement gros, ça prend tellement de place pendant des années qui sont quand même formatrices, là, quand tu as 10 ans, là, tu sais pas trop où encore, là, où tu t'en vas, qu'est-ce que tu fais? Du coup, tu as ce gros succès-là qui arrive, puis tu es un enfant de 10 ans, tu fais quoi avec ça? Je sais pas trop, là, tu manœuvres. Tu manœuvres comme tu peux. Puis... Oui, parce qu'aujourd'hui, j'imagine qu'il y a toutes sortes de psychologues maintenant qui doivent être embauchés par des productions, faire des suivis, mais là, on parle de 84, là, fait que c'était un autre temps. Fait que j'imagine que vous étiez un peu laissé à vous-même après ça, puis à gérer ça, hein, c'est ça? Ah, complètement. Complètement, oui, tout à fait. Il n'y a pas d'agent, il n'y a rien, là. Il n'y a pas de... Non, ouais. Est-ce que vous avez songé à continuer comme comédien, comédienne par la suite? Est-ce que vous avez essayé ou c'était juste un one-shot deal? Ou justement le backlash de cette popularité vous a refroidi? Cédric a continué. Oui, dans l'idée, Cédric, maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, le hasard a fait que j'ai continué un petit peu, puis
Il y avait eu ce téléroman de Radio-Canada qui s'appelait L'Héritage. Donc, j'avais continué, c'était quoi, pendant 4 ans, je pense, ou quelque chose comme ça, tu sais, de secondaire 3 au cégep. Puis là, la décision, tu sais, là, il fallait décider est-ce que je continue ou pas. Puis c'était clair que c'était pas du tout, c'était pas quelque chose qui me, enfin, j'avais aucun regret, mais c'était pas, clairement pas ma vocation. Donc, au cégep, après ça, j'ai dit non, j'arrête. Puis c'est ça. Donc, content de l'avoir fait, mais absolument aucun regret d'avoir arrêté par ailleurs. Moi, c'était une période de ma vie où dans ma famille, là, s'occuper d'une carrière d'un enfant, c'était pas du tout ça la priorité, là. Il y avait comme d'autres choses qui se passaient, fait que ça n'a pas été prioritaire. Par contre, j'ai fait quelques auditions, quelques trucs. J'ai joué dans un épisode d'une série pour ados qui était coproduite là, à France-Québec, qui s'appelait L'Héritage maudit. C'est drôle qu'on ait les deux héritages dans ce qu'on a fait après. Mais ça a été comme un one-shot deal là, que j'ai fait. Puis j'ai pas continué après. Moi, ce que je me suis dit, la façon dont je me suis spiné ça, c'est que je me suis dit, moi, je vais aller derrière la caméra. Je vais aller étudier en cinéma. Puis là, ben, ça te faisait un petit peu taire tout le monde parce que tout le monde te pose cette question-là. La première question, c'est pourquoi tu n'as pas continué, là? Je l'ai encore aujourd'hui, là, parce que moi, je suis un potin maintenant. Les gens aiment ça dire, hey, Ed, tu sais qui? C'est la fille de la guerre des tucs. Puis ben, c'est inévitable. La question, c'est tout le temps, pourquoi tu n'as pas continué? T'sais? À un moment donné, quand j'ai choisi au secondaire de me dire, je vais aller étudier au cinéma, là, ça m'a juste acheté une espèce de. Ça faisait du sens pour tout le monde. Fait que j'ai eu la paix. Et là, vous avez des enfants aujourd'hui. Je ne sais pas quel âge qu'ils ont, mais si ils vous approchaient pour devenir comédien, comment vous géreriez tout ça? Bon, elles ont passé l'âge de ce choix-là, donc on n'en est plus là, mais j'aurais dit, ben faites, j'aurais rien imposé, donc, mais j'aurais pas poussé. Je n'ai pas poussé, je n'aurais certainement pas poussé par ailleurs. Là. Disons que l'idée des parents qui poussent à tout prix leur enfant à enterrer ou dans le métier, ça, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté à comprendre. Mais bon, après, chacun fait ses choix. Moi, j'ai un chien qui est très photogénique, mais je ne le pousse pas non plus à faire du cinéma. L'héritière de Lucie. C'est ça. Je sais pas, ça doit être encore plus compliqué peut-être des animaux au cinéma, je pense, que des humains. Là. Je sais pas. Vous avez sûrement entendu, si vous avez écouté d'autres entrevues là, à travers les 40 dernières années, mais Roch Demers disait qu'on lui avait dit quand il s'est lancé dans la guerre des tucs, il y a 3 choses qu'il ne faut pas faire. T'sais. Les pires choses à faire, c'est l'hiver, les enfants puis les animaux. Oui, voilà. C'est ça. Ouais, ben c'est peut-être pour ça qu'il réécrivait à tous les soirs puis que le scénario bougeait au fil des événements et tout. Moi, je pense que ça contribue à la magie du film. Il y a quelque chose, je pense, dans l'ampleur du défi qui a donné cette espèce de magie-là qui fait que ce film-là, aujourd'hui, à part pour les effets sonores et les scènes intérieures, là, il vit encore très bien 40 ans plus tard. Moi, je trouve ça fascinant. Là. Mais justement, après le film, est-ce que vous revoyez un peu? Est-ce que ça a créé des amitiés ou c'est un peu comme un camp de vacances de, ben là, après, c'est pas tout le monde qui vient de la même école puis on se revoit plus vraiment puis c'était ça, tu sais? Ben, c'est plutôt ça, en fait, parce que, tu sais, moi, dans mon école, il y avait un autre des comédiens, celui qui fait Jean-Louis, là, qui est dans ma gang, mais qui est le pas fin, là, celui qui est toujours en train de crier, là. Il est un peu. Lui, il était dans mon école, mais on n'était pas dans la même année. Fait qu'on n'était pas vraiment des amis. Puis lui, il est parti au secondaire tout de suite après. Fait que, parce que lui était en 6e, moi, j'étais en 5e. Puis ben, après, moi, j'ai continué à voir un peu Mathieu Savard, qui jouait Tiggy la Lune, parce on vivait dans le même quartier. Fait qu'on continuait à se voir. Maryse Cartwright, qui jouait ma sœur aussi, un petit peu. Mais ça c'est le temps a fait son œuvre et à un moment donné, on s'est plus vu. Puis avec Cédric, on a recommencé à un moment donné par la force des choses à cause de situations comme maintenant où les gens voulaient nous avoir en entrevue ou pour ci, pour ça. On s'est mis à se dire, ben, si on le fait ensemble. Comme ça a plus de sens. Puis on se tient comme ça depuis plusieurs années. Oui. Et justement, qu'est-ce qui explique que ce film-là résonne encore 40 ans plus tard? Est-ce que c'est dans les dialogues, dans les personnages attachants, dans vos performances? Comment l'expliquez-vous? C'est sûr que et c'est pour ça que je pense qu'on parle de Roch Demers, on parle d'André Melançon, puis avec tout le mérite le mérite leur revient, mais c'est vrai que Daniel Patnaud et Roger Quentin, c'est ça qu'ils ont écrit. C'est pas pour rien que tout le monde peut lancer des répliques comme ça, tu sais, la guerre, c'est pas pour se faire mal, et la suite.
Mais donc, il y a quelque chose de très fort quand même dans ce qu'ils et elle ont écrit, dans les répliques qui sonnaient rapides, très efficaces. Nos performances, bon, si on était des enfants qui jouaient des enfants, là, et André qui savait, en chef d'orchestre, gérer toute cette ribambelle d'enfants. Puis ce que disait Marie-Pierre tout à l'heure, tu sais, un film divers, ça, c'est un film qui ressemblait vraiment à ce qu'on était. C'est un film divers. Il y a des enfants qui jouent à un château fort, ça se fait tout le temps, c'est tous les hivers comme ça. Donc, ils ont su capter quelque chose d'assez proche de ce qu'on est tous et toutes. Ouais, je rajouterais à ça l'universalité des thèmes. Là, il y a quelque chose là-dedans qui inévitablement va toucher. L'inspiration de la guerre des boutons est pas cachée non plus. C'est vrai qu'il y avait comme une inspiration avec ça. La guerre des boutons a eu le même type d'effet en France avant. Il y a quelque chose dans la guerre à hauteur d'enfant, l'amour, la peine, le deuil. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est une recette avec les bons ingrédients. Puis de l'authenticité. Tu sais, nos performances d'enfants, on n'est pas bons, mais on est authentique. Je pense c'est quelque chose là-dedans. Tu sais. Moi, c'est comme ça que je me dis. Ben, dans le naturel du ski de fond, c'est ça, c'est de Ah oui, l'authenticité. c'est ça. Ouais. C'est là que je brille le plus. C'est dans ce coin-là où des skis en bois, pas fartés. Ouais. Oh, ok, c'est rough, là. Ouais. Ça explique pourquoi la blessure. La blessure. Eh bien, je pense qu'on va terminer ça là-dessus. Oui, c'était super. Merci beaucoup pour cette belle conversation-là. Oui, puis d'accepter de continuer à parler du film. Peut-être que vous en avez soupé puis que vous êtes tanné, mais on va s'assurer que nos fans puis vous envoient pas des bêtises là, dans les médias sociaux ou qu'ils cherchent pas vos numéros de téléphone. Ça me fait toujours plaisir d'en parler. C'est comme plonger dans un tas de souvenirs qui est magique encore. Fait que, tu sais, je me tanne pas. Ça me fait plaisir d'en parler. Oui, absolument. Pareil, tout à fait. Donc, Et on fera le 50e et le 60e et tous les autres. Non, ben ça, vous avez participé à quelque chose de singulier qui perdure dans l'histoire de la culture populaire québécoise. Il n'y en a pas de temps, là. Fait que c'est. Oui, puis là, en plus, tu Vas-y. Ah, ben, j'allais dire Mademoiselle Bottine qui sort comme cette semaine, puis le fait que les Contes pour tous recommencent et tout, ben, on dirait que ça redonne de la vie à tous les films, finalement. Oui, tout à fait. Puis l'importance des Contes pour tous dans le cinéma québécois et l'importance de la guerre des Tucs comme premier film de cette série-là, mais aussi pour un rôle féminin fort. Il n'y en avait pas beaucoup dans le cinéma québécois, avant ce rôle-là. Moi, je me trouve éminemment privilégié d'avoir pu jouer ce rôle-là, puis que ça a eu cet impact-là sur plein de petites filles qui se sont vues là-dedans, puis que je trouve vraiment, ça me fait plaisir de porter ce film-là en grande partie pour ça, parce que le rôle est tellement beau, parce que le film est très fort, puis il a marqué le cinéma québécois, puis c'est important que cette première version-là, la vraie, là, celle avec des humains, ben, elle continue d'exister et d'être passée de génération en génération. C'est ça qui est beau dans le phénomène, en fait. Fait que si je peux nourrir ce phénomène-là, ça me fait plaisir de le faire. C'est vrai, c'est un très beau point de vue. Eh bien, merci à vous. Merci et beaucoup, Cédric. Bon anniversaire. Merci, c'est gentil. Au revoir. Merci. Au revoir, à bientôt.